Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Le coup KO annoncé par l'UNIR, l'Union pour la République, a été confirmé par les résultats publiés par la CENI. Le président sortant Faure Gnassingbé est réélu dès le premier tour avec 72,36% des suffrages exprimés. Au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CELI, et des commissions électorales d'ambassades indépendantes, les CAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Esozimna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République congolaise. L'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo n'a recueilli que 18,37% des suffrages selon ses résultats provisoires de la CENI. La CENI se fera diligence pour que ces résultats soient transmis à la Cour constitutionnelle dans les meilleurs délais, dans tous les cas tels que prescrits par le Code électoral, au plus tard 6 jours à partir depuis le scrutin. Donc, ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a l'autorité finale de la proclamation des résultats définitifs. L'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre n'a obtenu que 4,35% des voix. Le taux de participation est de 76,63%. C'est pour la première fois dans l'histoire du Togo que la diaspora a pu exprimer son droit de vote. Irénée Herman Humbo, Lomé, VOA Afrique. Étudiant camerounais à Wuhan, Pavel Kem Senou est le seul Africain à avoir été testé positif pour le coronavirus en Chine. Son père l'a appris à travers un communiqué que l'université a publié en ligne. Un document officiel de l'université qui parlait d'un Africain qui a été affecté. Et directement, je vois la photo. J'ai failli avoir des vertiges. C'est comme si la foudre s'abattait sur moi. Pavel s'est rétabli et il a quitté l'hôpital de Wuhan le 10 février dernier. De retour dans sa chambre d'étudiant, il est maintenant en quarantaine, comme ses camarades. Son père reste inquiet. J'ai l'impression qu'il est fait de roc, qu'il n'a jamais eu de problème grave. Et pour la première fois, il se retrouve qu'il a un problème. 300 étudiants camerounais vivent actuellement en Chine. Le gouvernement a annoncé le 20 février qu'il débloquait une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour les aider. Alain-Georges Bassom, dont les jumeaux de 23 ans étudient en Chine, a fondé une association avec plus d'une vingtaine d'autres parents. Ils ont écrit au président Biya pour demander le rapatriement de leurs enfants. Les autorités doivent prendre la pleine mesure de ce qu'on leur dit. Peut-être qu'ils veulent que les parents se soulèvent, ça finirait par arriver. Il faut qu'ils le sachent. C'est nos enfants qui sont en danger. Ce n'est pas les leurs. Et nous n'accepterons pas que nos enfants soient sacrifiés pour rien. Les autorités ont le devoir de protéger tous les citoyens. S'ils ont signé les conventions avec les pays étrangers, c'était pour ça. Nos enfants sont des ressortissants camerounais. Et c'est eux, les leaders de demain. Quels sont ceux qui vont nous succéder si on décide de les abandonner à leur sort? Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a pour le moment rapatrié ses ressortissants de Chine. Ici à Bangassou, la petite cité peine à se réveiller parmi les vestiges d'un passé florissant. Les massacres ont endeuillé plusieurs familles et causé de nombreux déplacés. Le tribunal de Bangui a finalement condamné certains responsables anti-Balaka, mais les inquiétudes des uns et des autres n'ont pas été dissipées. En tout cas, on craint que toujours ces actes-là vont encore répéter parce qu'ils sont encore dans la ville. Les vraies victimes, les criminels, les natifs de cette ville, ils sont encore ici. À ces jours, seuls 145 déplacés ont pu regagner leur foyer. Le reste de la communauté musulmane, environ 2000 personnes, habite toujours le petit séminaire en face de la cathédrale où ils avaient trouvé refuge en 2017 sous la protection des casques bleus de la MINUSCA. Si j'ai un avis à donner sur ce procès, je dirais au mieux qu'on puisse boucler ce procès-là
Parce que si on veut chercher à savoir qui a fait quoi, bon, à mon avis, tout le monde est coupable parce qu'on était abandonné à l'époque par nos autorités. Un rapport d'experts de l'ONU souligne la responsabilité de plusieurs notables locaux dans l'organisation des massacres et aucun n'a été poursuivi. Malgré cela, de nombreux religieux estiment qu'il faut absolument réussir à désarmer les cœurs. On sent que les gens ne parlent pas assez de ces événements, les gens ne se prononcent pas assez, mais ce que là, il faudra qu'on y arrive un jour. En attendant, il y a beaucoup de mécontents, autant chez les musulmans que les chrétiens. Et même s'ils approuvent les peines infligées aux 5 chefs de milice, la plupart se sentent en insécurité et abandonnés par l'État. Et c'est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech, comme chaque lundi. Et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Eh bien, on se rend tout de suite au Mali, où la première édition du Bamako Digital Day s'est tenue les 18 et 19 février, sous le thème « Booster sa productivité par le digital ». L'objectif était de lancer un appel à tous les auteurs, les acteurs donc, qui contribuent à l'économie du pays afin de les accompagner dans le processus de transformation digitale de leur structure. C'est le ministère de l'économie numérique et de la prospective du Mali en personne, en collaboration avec l'agence Yelena et l'agence People Input, qui a organisé le forum en question. Les journées numériques de Bamako donc s'inscrivent dans le cadre du projet Mali numérique 2020, dont le but est d'œuvrer activement à la transformation numérique du pays. Et chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. Oui, John, nous parlions tantôt des Bamako Digital Days. Eh bien, parmi les innovations qui y étaient présentées, il y avait l'AgriBox, une solution dédiée aux petits exploitants agricoles. Tene Nana Kouyaté est la créatrice de l'AgriBox. Elle nous a dit un peu plus. AgriBox utilise un décodeur Box TV pour ramener les services numériques directement sur le téléviseur des agriculteurs, vocalement en langue locale avec ou sans connexion Internet. Un agriculteur peut aujourd'hui voir sa production pourrir sous ses yeux, alors qu'à quelques kilomètres de son village se trouve un potentiel client, mais il n'y a aucun canal d'information. On a utilisé les meilleures technologies aujourd'hui utilisées et en tenant compte des réalités locales telles que le taux d'alphabétisation faible, le manque d'accès à Internet en milieu rural et également les revenus faibles des agriculteurs pour proposer une solution qui résout 3 problèmes majeurs auxquels ils sont aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire le manque d'accès à l'information, à la formation sur les bonnes techniques culturelles et l'accès au marché pour écouler leur production. C'est ainsi que la solution AgriBox est née. À travers les formations que nous leur offrons avec des vidéos en langue locale, nous leur permettons de s'adapter aux effets des changements climatiques afin que cela n'impacte pas leur productivité. Voilà, rappelons donc que la solution peut être mutualisée donc par une coopérative de producteurs, et ce qui réduit nettement les coûts d'acquisition. Arzouma, qui dit Afrotech, dit aussi folie d'invention. De quelle folie d'invention parlons-nous? Alors John, cette fois, nous allons plonger dans l'univers des films documentaires avec une expérience inédite qui nous vient de Corée du Sud. Grâce à justement la réalité virtuelle, le documentaire intitulé Meeting You a permis à une mère de revoir sa défunte fille de 7 ans. La touchante réunion, diffusée en début février par la chaîne sud-coréenne MBC, montre une version numérique de la fillette recréée grâce à des photos et des souvenirs de sa mère. Un échange entre mère et fille rempli d'émotions qui aura permis à la première de dire une fois de plus à sa fille à quel point elle l'aime et qu'elle ne l'oubliera jamais. Pour Lee Yoon-suk, le directeur des studios Vive de Séoul, qui dirigeait donc le projet, l'un des objectifs du projet était de montrer que la technologie peut réconforter et réchauffer les cœurs. Quelques images donc de ce fameux documentaire et sur sa note que nous disons à la semaine prochaine. Bonsoir John et bonsoir à tous. Et nous commençons avec les hommages rendus à Kobe Bryant et sa fille Diana. Des milliers de fans de Kobe se réunissent à Los Angeles ce soir pour commémorer la défunte star de la NBA et sa fille, près d'un mois après leur mort dans un accident d'hélicoptère. Le mémorial du Staples Center a été retenu pour ses hommages à Kobe Bryant. Kobe Bryant y a joué pendant 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles.
C'est donc un véritable nid de souvenirs. Début février, la famille a célébré les funérailles privées de Bryant Kobe et sa fille Diana dans la plus grande discrétion. Et Kobe reste une star transcendante qui a rejoint la NBA à l'âge de 18 ans, tout droit sorti de l'école secondaire. Il a été 5 fois champion NBA et 4e meilleur marqueur dans l'histoire de la Ligue avec 33 643 points. Les Lakers ont retiré ses numéros de maillot le 8 et le 24. Triste nouvelle également sur le continent. L'Afrique du football pleure. L'ancien secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, est décédé hier des suites d'une maladie. Dans ces douloureuses circonstances, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille du défunt et plus particulièrement à ses parents, son épouse et à sa fille. L'Égyptien a été licencié de son poste à la CAF en avril 2019. Après son départ, Fahmy a accusé Ahmad, président de la CAF, de corruption, détournement et harcèlement sexuel, des affaires qui sont toujours pendantes sur la table de la commission d'éthique de la FIFA. En fin d'année dernière, sous le slogan « Parce que l'Afrique mérite mieux », Amr Fahmy était aussi connu pour être le fils de Mustapha et petit-fils de Mourad et aussi ancien secrétaire général de la CAF. Et pour finir, en Égypte, plus de 4000 professionnels et coureurs débutants se sont rendus samedi dernier à Gizeh où ils ont participé à un semi-marathon autour du site des pyramides. Reportage. Une foule immense à perte de vue, des athlètes qui s'impatientent, professionnels et amateurs ont fait le voyage en Égypte pour prendre part à ces différentes courses touristiques. Cette année, nous avons eu 4200 concurrents venant d'Égypte à 77 pays participants, 500 concurrents venus d'autres pays. Cela est bien sûr dû au fait que la course se déroule à côté des pyramides qui n'ont pas besoin de course pour que les gens les visitent. C'est sans doute la motivation première pour la plupart des participants à cette course, courir le long des vestiges de l'histoire. Je suis sûr qu'il y a d'autres touristes qui ont visité le pays en particulier pour cet événement aujourd'hui. Je sais que lorsque je courais, j'avais le drapeau néo-zélandais avec moi. Beaucoup de Kiwis, beaucoup de Néo-Zélandais étaient venus me voir. C'est donc évidemment déjà un événement très international. Le semi-marathon comprenait 3 distances de 6, 10 et 21 km, sans oublier le marathon, 42 km le long des pyramides. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Plus de 150 nouveaux films provenant du monde entier, particulièrement d'Afrique, ont été présentés pendant 10 jours. Un court-métrage a fait sensation, Code Switch Film, signé de Singing Ojulu. La Soudanaise a remporté le prix du meilleur court-métrage. Je suis réalisatrice, productrice et actrice. Pour ce film, je réside à Los Angeles. Je suis née au Soudan et je suis venue aux États-Unis pour faire des films. Essentiellement parce que je n'avais pas de représentation de personnes noires comme moi. Présenté pour la première fois au public américain, D'Errance, le dernier film d'Apolline Traoré primé au dernier FESPACO, a remporté lui un franc succès auprès du public. Les acteurs ont spécialement fait le déplacement de Côte d'Ivoire. Ce film, ça parle de la guerre en 2010, la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, ça parle d'un père qui a quitté son pays c'est Haïti où il y avait la guerre, pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Le reste, vous allez le voir au cinéma. C'est plutôt bien passé, malgré le sujet qu'on abordait. Parce que c'est encore très dur dans la mémoire des gens, parce que voilà, pour certaines personnes, ça a été horrible. Le Pan African Film Festival existe depuis 28 ans. Nous avons comme mission de faire entendre toutes les voix panafricaines du monde entier. Je parle de communautés au pays noir, nous écoutons toutes les voix et nous les présentons. En tout, selon les organisateurs, ce sont 56 pays qui ont été représentés. De nombreuses thématiques ont été abordées, telles le mariage forcé, l'inceste, le mauvais traitement dont sont victimes les albinos sur le continent africain, ou encore la quête de l'Eldorado fantasmée en Occident au prix d'un voyage périlleux, voire mortel, via le désert nigérien. Une diversité de thèmes chers au festival. Il y a 20 ans, Kadino Chipanga a décidé de se lancer dans un métier considéré comme tabou au Mozambique, celui de coiffeur pour femmes.
Sa spécialité, les dreadlocks. L'idée était de créer un salon dont l'objectif est de s'occuper des cheveux naturels. À l'époque où personne ne s'en souciait plus, les gens utilisaient de plus en plus des produits chimiques et des cheveux synthétiques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les gens utilisent davantage des cheveux humains provenant d'autres origines, mais pas d'origine africaine. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Cadino est propriétaire de Carapina, une petite entreprise qui compte 3 salons à Maputo et une gamme de produits capillaires. Ces salons ont inspiré les personnes aux cheveux chimiquement défrisés à adopter la tendance des dreadlocks. C'est vrai, dans le temps, on voyait une personne avec des dreadlocks et on les trouvait étranges, une aberration. Elles nous semblaient être des personnes bizarres. Mais avec le temps, nous avons réalisé que c'était des gens normaux, comme nous. Et maintenant, nous faisons aussi des dreadlocks. Pour conserver les cheveux naturels, il fabrique ses produits capillaires, y compris du shampoing, en utilisant une plante appelée nlelo, ou épine du diable. Une ressource qui était utilisée par sa mère et sa grand-mère et qui pousse en périphérie de Maputo. En plus du nlelo, ce maître de la coiffure utilise le tournesol et la noix de coco comme ingrédients. Le produit est utilisé au salon et par beaucoup d'autres personnes. Le produit est fabriqué à Indiaman et ici à Maputo. Nous avons un distributeur appelé Mozambique Trade et de là, les produits sont acheminés vers les supermarchés, les boutiques de cadeaux et autres salons de coiffure. Ils sont également disponibles dans la province et nous les distribuons lentement sur le marché international. Les dreadlocks en Afrique sont souvent associés au rastafarisme. Plus maintenant. N'importe quelle femme peut se faire pousser une rasta. Il suffit de faire un tour du côté de chez Cadino. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.